Bonsoir à tous. Je m'appelle Élise Briand, directrice service à la clientèle vente au repos Saint-François d'Assise et aussi travaille beaucoup avec infodeuil.ca. Alors, je vous remercie d'être ici ce soir et je vous souhaite la bienvenue à cette soirée sur le deuil du 1er mai 2023. Déjà le 1er mai, l'avant-dernière avant l'été, hein? C'est ça. Alors, sans plus tarder, je vous laisse avec Joanne de Montigny et son invité, M. Durivage. Alors, bonne soirée à tous. Merci. Merci. Merci beaucoup, Élise. Un beau bonsoir à chacun et à chacune. Merci aussi, Élise, et donc au Repos Saint-François de permettre nos soirées comme ça, portes ouvertes, et le colloque qui aura lieu au mois d'octobre et les activités estivales au cimetière. Alors, je me présente pour les personnes qui n'avaient pas eu l'occasion de venir avant. Je suis donc Joanne de Montigny, psychologue, et je collabore comme consultante au Repos Saint-François d'Assise avec tout le volet info-deuil. Nos soirées rencontres, nos beaux invités, comme celui que je vais vous présenter dans une minute. Et en fait, toutes les activités qu'on essaie de mettre sur pied de plus en plus sur le site web, avec des textes qu'on essaie de rajouter. Alors, c'est toujours en progrès et il y a toujours du nouveau. Donc, allez souvent voir sur le site infodeuil.ca. Et merci d'être présent et je salue les personnes qui sont par écran et qui sont branchées avec nous. Je salue aussi ma collègue psychologue Christine Goyette qui va prendre les questions sur le chat et qui va bien orchestrer les commentaires et les échanges avec les personnes par écran. Alors nous allons avoir une présentation avec Patrick que je m'apprête à vous présenter plus à fond. Et puis, après quoi, comme vous savez, les habitués, nous sommes en dialogue. Il y aura un échange entre nous. Alors, vous pourrez lui poser des questions et passer vos réflexions. On est ici pour ça. Soyez très libres de vous lever, d'aller chercher un café, et bien sûr, tout ça en restant avec nous. Alors, je vous présente donc Patrick. D'abord, Patrick, un beau bonsoir et merci d'être là. Nous, on se connaît, ça fait des années, on n'ose pas trop le dire. Non. Mais on s'est croisés souvent dans des congrès, des colloques. Alors, ça fait un bon petit bout de temps que je me disais, j'ai hâte d'inviter Patrick parce qu'il va nous parler, bien sûr, du vieillissement, des personnes qu'il accompagne, le soutien aux personnes âgées. Et je crois que nous sommes tous concernés. On a tous en mémoire, si on est jeune, au moins nos grands-parents. Et si on est vieillissant comme moi, on commence à s'intéresser énormément à ces sujets. Alors, Patrick, il est travailleur social et possède une longue expérience de soutien à l'autonomie des personnes âgées. Il est affilié au CLSC René Cassin. Il est coordonnateur du domaine d'expertise en soins palliatifs au Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale au Centre ouest de l'île de Montréal, le CIUS du Centre ouest de l'île de Montréal. Alors, j'ai beaucoup hâte, je vais rester à côté. Il me l'a demandé, puis ça me fait plaisir, parce que c'est toujours un peu difficile avec la petite marche qu'il y a là. Donc, je vais la garder pour la fin, ça ne paraîtra pas. Hein? Et ça va être fluide. Tout va être fluide. Alors, on va rester ensemble, un à côté de l'autre, et c'est avec bonheur que je vais écouter, comme tout le monde ici, les propos que tu as préparés pour nous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Puis merci surtout pour les échanges qu'on a eus durant les derniers mois pour pouvoir préparer cette discussion. C'est pas une présentation théorique sur le deuil, c'est pas une représentation de la diversité des personnes âgées parce que c'est très
complexe, ce serait très long à étayer toute la réalité des différentes personnes âgées qui sont confrontées à des pertes et des deuils. Donc, ce que j'ai fait dans le peu de temps qu'on a, c'est court, 45 minutes, on en a déjà perdu 10 à se présenter. donc Madame de Montigny, on va se tutoyer parce qu'on se connaît. Donc, Joanne, elle a accepté de m'interrompre à 8 heures pour qu'on puisse passer aux questions puis à la discussion. Donc, on va essayer de faire ça en 45 minutes. Ce que j'ai fait pour baser la présentation aujourd'hui, l'échange, j'ai pris 2 récits des personnes que j'ai accompagnées à domicile. Et quand on a discuté, moi et Joanne, on s'est parlé sur les pertes que les personnes âgées peuvent vivre tout le long de la maladie, d'une maladie chronique, et aussi les différentes pertes et deuils qu'ils peuvent vivre, et bien souvent aussi, en fin de vie, leur propre réflexion sur leur mort, sur leur finitude, sur la fin de vie, et ce qu'ils veulent avoir comme fin de vie dans leur parcours de la maladie, et aussi dans leur parcours comme personne proche aidante. Donc, c'est un peu le menu que je vous propose ce soir, c'est d'avoir ces discussions-là sur cette réalité-là qu'on est confronté au Québec. On a de plus en plus de personnes âgées. On est 1,5 million de personnes âgées au Québec. Donc, ça en fait du monde, ça en fait des personnes qui sont quand même actives. Et avant de commencer la discussion sur le deuil, j'aimerais un peu déboulonner certains mythes qu'on a sur les personnes âgées. C'est pas juste d'avoir des têtes grises ou pas d'avoir de cheveux. C'est aussi d'avoir une vie active, d'être très impliqué dans son réseau social, d'être grand-parent, d'avoir des activités, d'avoir un réseau social, de se réinventer, d'avoir un cercle d'amis qu'on cultive. C'est aussi ça, le vieillissement. C'est aussi une partie qu'on parle très peu. On a bien souvent l'idée du vieillissement comme une série de pertes qui nous amène inéluctablement à la mort. Mais je vais vous ouvrir cette parenthèse que je trouve intéressant aussi à parler. Beaucoup de personnes âgées sont à domicile. Les chiffres à l'appui, 66% des gens de 75 ans et plus sont à domicile ou dans une résidence pour personnes âgées. Et seulement 6% des personnes âgées sont dans les centres d'hébergement de soins longue durée. Donc, une grande partie des personnes âgées sont à domicile, dans la communauté, chez eux, dans le confort de chez eux. Et certaines finissent leur vie dans un centre d'hébergement de soins longue durée ou dans une maison dédiée. Malheureusement, au Québec, il y a seulement 10% des personnes qui peuvent mourir à domicile, qui réussissent à avoir des ressources et le soutien pour le faire. Certaines vont décéder quelques jours par la suite à l'hôpital, mais la grande majorité sont à domicile. Donc, c'est important de se rappeler ces faits-là pour ne pas avoir une idée de personnes âgées. Bon, c'est une série de suites, de pertes qu'on associe. Et je voulais mettre ça de l'avant parce que là, on va parler de deuil, on va parler de pertes. Certaines vont en vivre, d'autres vont vivre une vie active jusqu'à la fin et s'éteindre doucement. D'autres vont avoir des maladies chroniques qui vont amener des pertes et des compensations qu'on devra compenser avec les équipes à domicile. J'entendais aussi aujourd'hui qu'on aura l'hôpital à domicile comme projet pilote. Bien, projet pilote, oui, projet pilote pour le Québec, mais ça existe dans d'autres pays, en France, dans d'autres États. Donc, oui, un projet pilote pour 8 hospitalisations à domicile. Malheureusement, je n'ai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, ni de l'impact que sera sur les proches aidants. D'avoir des gens de plus en plus malades à domicile, est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce qu'on peut rapprocher les services plus près du domicile? Je suis pour ça, mais soyons aussi alertes sur l'impact que sera sur les proches aidants par rapport à l'hospitalisation à domicile. J'ai mon petit côté critique là-dessus. Donc, tous les jours, comme travailleur social, je suis confronté à des enjeux éthiques dans ma pratique professionnelle. Et je m'explique. On vit tous dans une illusion d'autonomie, mais l'autonomie se confronte très rapidement à notre interdépendance. Et durant la pandémie, nous avons eu ce reflet-là dans le miroir que nous sommes tous interdépendants, un de l'autre. Et que la perte d'autonomie, c'est des pertes de capacité, mais on a besoin de l'un et de l'autre. Je pense que notre santé mentale dépend de ces liens qu'on a ou qu'on entretient toute la vie, qu'on doit entretenir toute la vie. Et ce dogme de l'autonomie, de l'indépendance, c'est bien beau de se dire indépendant, mais moi, le matin, quand je bois mon café, je suis bien content de boire mon café, puis une personne a cueilli ces grains de café-là à l'autre bout du monde,
Donc, j'ai une forme d'indépendance, d'interdépendance avec le monde que je dois être conscient. Et j'essaie de défaire ces mythes-là, justement, sur l'autonomie à tout prix. On est tous interdépendants. Et quand on a cette vision de ce monde-là, on vit un peu plus mieux ses pertes et l'aide qu'on reçoit de son entourage. Donc, c'est ce que je voulais commencer au début. Moi, dans mon travail, je normalise le vieillissement, je normalise les pertes. Je parle beaucoup de poursuivre sa vie malgré ses pertes, malgré ses incapacités, de mener une vie et d'être conscient dans le cycle de vie dans lequel on est. On est rendu dans son parcours de vie. Des fois, la mort vient nous chercher prématurément. Des fois, même à 95 ans, les gens ont des projets, veulent voyager, veulent faire d'autres choses. Donc, il faut aussi garder ça en perspective que le regard qu'on pose sur le vieillissement est bien souvent biaisé par des mauvaises expériences ou des gens qu'on a pu accompagner ou qui sont partis trop tôt. Donc, ça peut influencer notre regard sur le vieillissement. Donc, le vieillissement, ce n'est pas juste un chemin de perte et de deuil, c'est aussi un lieu d'épanouissement, de dépassement de soi, d'apprentissage. Les universités du troisième âge sont pleines à craquer parce qu'il y a un intérêt de pouvoir poursuivre, de grandir, de poursuivre son cheminement personnel. Donc, quelques récits pour vous illustrer des parcours de deuil. Je vais commencer avec M. Leblanc, un homme que j'ai accompagné à domicile, âgé de 92 ans, petit problème cardiaque, l'amène à l'hôpital, ça le secoue. C'est sûr qu'il se souciait de sa santé un peu, pas beaucoup. Il était plus inquiet du bien-être de son épouse parce que son épouse souffrait de la maladie d'Alzheimer. Donc, M. Leblanc était le proche aidant pour son épouse qui vivait de plus en plus de pertes. Avec les accompagnements qu'on a pu faire à domicile avec lui, on a pu l'aider à se rétablir, à reprendre ses forces. Donc, malgré ses petits malaises cardiaques, il a pu se rétablir, prendre les médicaments nécessaires et aussi poursuivre ses activités de la vie de tous les jours. Mais il a fait des choix. Il s'est dit, bon, ben, le grand ménage, je suis plus capable de le faire. Je m'engage d'une femme de ménage. À 92 ans, j'ai dit, oui, allez-y, c'est bon. Vous pouvez délaisser cette tâche-là, puis de se concentrer sur ce qui avait plus d'importance pour lui. Donc, on a mis des services de répit par le soutien à domicile pour qu'il puisse aller faire des tours d'auto, aller à la pharmacie, voir ses amis. C'est sûr que durant la pandémie et la COVID-19, les liens sociaux se sont effacés. C'était un peu plus difficile de garder contact avec ses amis et de pouvoir avoir un équilibre avec tout ça. Donc, on est tous été un peu confrontés à cette réalité-là. Mais pour les personnes âgées, c'était encore plus difficile. On a parlé beaucoup des centres d'hébergement de soins de longue durée durant les dernières années. On a peu parlé des personnes âgées qui étaient à domicile, confrontées à l'isolement, au confinement et à leur perte. On pourrait passer 1 heure juste à parler de ces tragédies qu'on parle pas, qu'on parle peu. Combien de personnes âgées que j'ai accompagnées ont refusé d'avoir des services à domicile de peur de recevoir la COVID chez elles? Combien d'enfants ont réduit leur visite de crainte d'être un vecteur de contamination envers leurs parents? Et tout ça, ça a laissé des marques. Et je le vois là, tous les jours encore. Il y a des gens qu'on a des craintes justement de contamination. J'ai rencontré Joanne tantôt. On se dit, on se fait-tu la bise? Est-ce qu'on ose? On fait une accolade. OK. Le contact humain a été transformé. Ces petits gestes-là du quotidien ont été transformés. Et j'en vois encore les traces. Aujourd'hui, dans les accompagnements à domicile, les gens sont encore craintifs, malgré la vaccination, malgré les progrès d'être au fait de la maladie, des symptômes. Il y a encore des craintes qui sont dans les chaumières, que je vois tous les jours. Donc, il faut garder ça en tête. Il faut accompagner les gens dans leur anxiété, dans leur peur, dans leurs craintes, et de pouvoir poursuivre leur vie de tous les jours. Revenons un peu à M. Leblanc. dans son adaptation à ces différentes pertes, c'est sûr qu'il y a des pertes qui sont plus difficiles à subir. Quand on parle des pertes cognitives pour son épouse, c'est sûr que ça peut la mettre à risque si elle est laissée seule. Tandis que les pertes de M. Leblanc, au niveau de son audition, il peut vivre avec. C'est pas toujours évident, mais il y a des pertes qui sont plus faciles à gérer que d'autres. Mais chaque perte peut amener des limitations au niveau social, au niveau des interactions avec son environnement. D'aller au cinéma pour M. Leblanc, c'est plus compliqué. Il entend un petit peu moins bien, malgré que le son est au max.
Donc, ces différentes pertes sensorielles amènent aussi des impacts dans son bien-être, dans son interaction avec sa société et sa communauté. D'être dans une grande salle aujourd'hui, là, il y aurait à discuter, à entendre, malgré les bons sons de Bernard et du système audio. C'est plus difficile pour certaines personnes âgées d'être en interaction dans la société tous les jours avec les pertes auditives. Je pense à ma mère qui porte des appareils, puis aller au restaurant, c'est plus plaisant. Il y a trop de bruit, il y a trop de musique, il y a trop d'impact. Donc, ça a un impact sur la capacité d'interagir avec son environnement et sa communauté. C'est sûr, certaines pertes, les gens ont aussi des difficultés d'introspection, ce qui amène aussi à pas bien se préparer à ce qui s'en vient, à ce qui va se poursuivre dans les prochains mois, prochaines années. Ça a un impact. Moi-même, j'ai plus 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. je vis moi aussi mes pertes, mais on s'adapte constamment. On ne le réalise pas, mais on est toujours en mode d'adaptation, mais ça monte rarement à la surface, à la conscience. On s'adapte constamment, on porte des lunettes, on ralentit, on fractionne nos activités pour pouvoir les faire d'une façon ou d'une autre. Je ne peux plus me coucher à 2-3 heures comme je faisais auparavant. J'ai besoin de mon 7-8 heures de sommeil pour pouvoir fonctionner le lendemain. Donc, il y a des choses qu'on s'adapte et qu'on ne réalise pas. Et quand on est confronté à une maladie, ne serait-ce qu'une grippe d'homme, on réalise que on vieillit puis on se rétablit un petit peu moins vite qu'auparavant. Ce qui est important, c'est le sentiment de faire partie d'une communauté, faire partie d'une équipe, faire partie d'une famille, d'un réseau social. Et cette perception-là peut nous aider à bien souvent vivre des grandes épreuves. Étant sur le marché du travail, c'est sûr qu'on est confronté à un rythme de vie, on passe bien souvent à autre chose. Tandis que les personnes âgées ou les gens qui sont en retraite, ce sentiment, cette perception du temps n'est pas la même. Et ça peut amener une perception sur le deuil ou sur l'adaptation aux pertes un peu différente. Donc, soyez indulgents envers les personnes qui sont confrontées par rapport au deuil parce qu'ils peuvent vivre leur deuil à un rythme différent des nôtres. Nous, on doit passer à autre chose. On est sur le marché du travail, dans un mode productif. On est confronté à des différentes idées, à des collègues de travail qui nous interpellent et qui nous amènent ailleurs. Et tandis que les personnes âgées qui sont à domicile, qui ont moins d'interaction sociale, ils n'ont peut-être pas cette motivation de passer à autre chose. Donc, leur rythme de deuil peut être un peu plus altéré ou différent des nôtres. Et c'est pas qu'ils s'adaptent moins bien, c'est juste qu'ils sont confrontés à une situation sociale qui est un peu différente des nôtres. Les pertes de capacité n'équivaut pas toujours à des pertes d'autonomie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les gens peuvent s'adapter, ils peuvent avoir des ressources de leur réseau social, familial, et faire en sorte que ces pertes-là vont être compensées et ce qui va les éviter d'être dans une situation de handicap. Donc, pour M. Leblanc, pour lui, ces pertes, ces troubles cardiaques, c'est des petites anecdotes comparativement à ce qu'il pouvait vivre avec son épouse qui perdait sa mémoire. Donc, pour lui, il a perdu plusieurs fois son épouse. Il l'a perdu durant le diagnostic de la maladie. Il l'a perdu aussi quand son épouse ne reconnaissait plus sa fille, Sophie. Donc, pour lui, c'était vraiment des pertes à tous les jours. Puis de vivre avec une personne qui change constamment, c'est aussi difficile. Madame Leblanc était toujours réservée, timide, de nature un peu plus discrète. Et là, que la maladie, M. Leblanc la surprenait dans le salon en train de danser, en train de chanter. C'était pas elle. C'était qui cette nouvelle personne dans le salon? Ça amenait une autre perspective puis une autre relation. Donc, de vivre constamment avec ces petites pertes-là, des fois qui peut être heureuse ou des fois qui peut être malheureuse, ça déstabilise la personne proche aidante, qui est la première victime, bien souvent, de la maladie ou des troubles neurocognitifs. Donc, pour M. Leblanc aussi, le sentiment d'isolement durant la COVID, mais aussi le fait d'être un proche aidant, ça mène une certaine situation d'isolement. Son ami Jacques avait de la difficulté à comprendre ce qui se passait à domicile. Il l'invitait plusieurs fois au resto, mais M. Leblanc refusait parce qu'il n'y avait pas l'aide qui peut rester avec madame, ou il sentait c'était sa responsabilité d'être avec son épouse. Donc, d'accepter les invitations, qui fait en sorte que les amis appellent moins dans ce temps-là. Ça a un impact social. Donc, les gens s'isolent. Et durant la COVID, M.
Leblanc me disait, tu sais, on est tous dans le même bateau avec la COVID. On a tous senti ce qu'était être dans un confinement, d'être distant des autres. Mais il disait que pour les personnes de 70 ans et plus, ces personnes-là étaient dans la cale. Tout ce qu'ils faisaient, c'est recevoir la marchandise. Ils étaient très contents que ces enfants viennent lui porter de l'épicerie, des emplettes. Mais le fait d'aller au jardin, le fait d'aller au marché Jean Talon, d'attendre après les asperges, les premières fraises du Québec, de pouvoir magasiner, ça aussi, c'est une partie de la vie. Bon, pas à cause que c'est compensé, qu'on reçoit l'épicerie à la maison, que c'est forcément, les gens sont contents et heureux. Le fait de participer, d'être un consommateur, d'aller voir les choses, de magasiner, d'être dans sa vie de quartier, c'est aussi ça, vivre, c'est aussi ça, de profiter de sa vie. Et durant la COVID, tout ça avait été enlevé auprès des personnes âgées ou des gens de 70 ans. Les gens de 70 ans et plus devenaient d'autres citoyens qu'on devait protéger. C'est normal, au début, on ne connaissait pas trop le virus, on a voulu bien faire, on a voulu être bienveillant, mais beaucoup de personnes ont souffert durant la COVID par rapport à ce virus qu'on ne connaissait pas, puis on a mis des choses en place pour pouvoir les protéger, entre guillemets. Donc, ça, c'est par rapport à l'isolement qui, bien souvent, ce n'est pas juste le lot des personnes âgées. Je rencontre beaucoup de gens de différents âges qui sont aussi isolés et qui n'ont pas de réseau social. Donc ça a un impact aussi sur le processus du deuil et de reprendre contact avec un environnement qui peut nous stimuler. Le deuil blanc, j'en ai parlé un peu, mais le deuil blanc pour M. Leblanc, c'était de ne pas reconnaître son épouse, de perdre son épouse graduellement. Donc, le deuil blanc, c'est un peu un processus qu'on voit avec beaucoup des maladies neurodégénératives. C'est de perdre progressivement une personne qu'on connaissait et les caractéristiques de la personne s'effacent. Les traces identitaires sont de moins en moins évidentes. On perd la personne qu'on a aimée tant d'années et on se retrouve devant une personne qui, oui, c'est le corps de son épouse, mais c'est plus Mme Leblanc. Donc, c'est un peu perdre une personne avant qu'elle décède. C'est de vivre une perte à tous les jours, mais c'est aussi de pouvoir le porter en soi. Puis M. Leblanc l'a vécu comme tant d'autres personnes le vivent, c'est de vivre à l'intérieur, mais pour pouvoir le partager à ses enfants, à dire que c'est plus mon épouse. Il ne peut pas le dire à sa famille. Il me l'a confié parce que j'étais neutre, parce que j'étais un intervenant, mais pour lui, c'était difficile de ne pas pouvoir le dire au public, puis il n'aurait jamais osé. Pour lui, c'était son épouse, puis il se souvient très bien des souhaits qu'il avait dit à son mariage. Je vais t'aimer à la santé, à la maladie, tous les jours de ma vie. Vous connaissez l'expression. Pour lui, c'était ça. Il devait continuer de l'aimer malgré les pertes cognitives. Donc, ça a été un peu un deuil qui a commencé avant le décès de son épouse. Patrick, est-ce qu'il y a un processus de détachement presque systématiquement ou bien, au contraire, il y a un attachement pour cette personne qui souffre aussi? Ou... Bien, il y a un genre de détachement, mais il y a quand même un réinvestissement dans la personne, parce que sinon, on est dans un processus de deuil anticipatoire, d'un deuil qui n'est pas nommé. Un deuil blanc, c'est un deuil que les gens portent, mais qui n'osent pas parler en public. C'est un deuil qui vit dans l'intimité, dans le sentiment profond, et qui fait en sorte que les gens se sentent un peu décalés par rapport à la réalité, mais ils ont besoin de s'investir quand même dans la personne. Et ce que je vois souvent, c'est que les gens continuent à s'investir malgré que c'est une autre personne. M. Leblanc me dit, bien, j'ai dû danser avec mon épouse dans le salon. Ce qu'il ne faisait pas auparavant. Donc, il a dû s'adapter à la nouvelle personne qu'il avait devant lui pour pouvoir continuer à vivre et faire sens de son expérience. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu compliqué le deuil blanc. Dans la littérature scientifique, il y en a qui sont contre, il y en a qui disent oui, c'est une réalité. Je regardais dans les derniers écrits 2022, 2023, il y a encore des choses qui s'écrivent sur le deuil blanc. Donc, c'est un phénomène que moi, je vois, que certains auteurs considèrent que ce n'est pas vraiment un deuil parce que la personne n'est pas décédée. Mais il y a quand même un requestionnement. On n'investit pas la personne de la même façon. L'intimité et la sexualité entre M. Leblanc et son épouse, c'était compliqué. Le consentement, qu'est-ce qu'on fait quand une personne n'a plus ses facultés de consentir. Mais des fois, Mme Leblanc avait des souvenirs avec
des souvenirs qui remontaient à la surface, puis avec des détails incroyables. Puis M. Leblanc était comme estomaqué. S'il pouvait conserver ces moments de lucidité et d'avoir son épouse avec elle, il aurait pu continuer à vivre avec sa douce pendant des années devant lui. Donc, c'est ça l'étrangeté de la maladie, des moments où il y a des bulles qui remontent à la surface, et tu as l'impression que la personne est revenue comme elle était, mais c'est une fraction de seconde. Et c'est à peine, et la personne perd ses capacités et retrouve malheureusement l'oubli. Est-ce que la plupart des personnes qui souffrent de problèmes cognitifs se laissent facilement approcher sans reconnaître les gens, ou est-ce qu'elles sont... Est-ce que ça dépend? Est-ce que la plupart aiment le toucher, l'affectivité qui leur est témoignée? Ou... C'est très variable d'une personne à l'autre, de la façon qu'elle était auparavant. Et dans mes visites que je faisais à domicile avec monsieur et Mme Leblanc, j'incluais toujours Mme Leblanc. Mme Leblanc avait l'attention de peut-être 5-6 minutes. Elle se joignait à nous, après ça, elle se levait, puis elle allait ailleurs, dans le salon. Après ça, elle revenait. Elle faisait un peu de refueling, comme on dit en anglais. Elle revenait, après ça, elle partait. Elle avait une petite angoisse. Elle appelait à l'aide, son mari l'appelait. On est ici. Ça la calmait. Elle revenait. Donc, c'était très variable d'une rencontre à l'autre. Mais on fait des efforts pour les inclure le plus possible. Des fois, elle avait des blagues grivoises qu'elle affectionnait avec la démence qu'elle n'avait pas auparavant. Ça l'amenait un autre trait de caractère que monsieur a dû s'adapter. Et la difficulté, c'est justement de vivre avec cette nouvelle personne qui est là tous les jours, qu'on croit connaître, mais qui nous amène d'autres éléments de sa vie. Donc, le deuil blanc, c'est un peu ça. C'est de vivre avec une personne différente et de s'adapter constamment à ses pertes. Et l'identité de la personne s'estompe graduellement et jusqu'à temps que la personne n'a plus de repères. Donc, au début, on perd les capacités de s'orienter par rapport au temps, on perd les capacités de reconnaître les proches, jusqu'à temps que la maladie s'avance tellement que les personnes avec une démence se retrouvent alitées, malheureusement plus capacité fonctionnelle. Et même une personnalité peut vivre 2-3 ans jusqu'à son décès. Donc, c'est une trajectoire qui est vraiment s'étiole. Et les pertes d'autonomie peuvent s'étirer sur plusieurs années. Pour M. Leblanc, ça a été 12 ans d'accompagnement à domicile jusqu'à son décès. Et Mme Leblanc est décédée subitement, sans crier gare, un après-midi, après le dîner. Elle s'est couchée dans son lazy boy qu'elle aimait tant. Puis, ce qu'on faisait tous les jours, puis après ça, elle ne s'est pas relevée. Elle est morte d'un incident cardiaque. Donc, ça a été assez soudain pour M. Leblanc de voir ça. C'est sûr, ses amis ont essayé de le consoler. Ils disent, elle est bien, elle ne souffre plus. Elle avait de la démence, donc elle ne souffre plus. Mais pour M. Leblanc, c'était pas ça. C'était son épouse. Donc, pour lui, tous les conseils que les gens donnaient, ça ne l'aidait pas. C'était pas ça sa signification par rapport à la fin de vie qu'il a donnée à son épouse. Donc, ses amis essaient de le distraire, de dire tu peux refaire ta vie, tu peux continuer à vivre, tu peux profiter de la vie. Comment profiter de la vie quand M. Leblanc a passé 74 ans avec la même personne? Quand on imagine 74 ans avec la même personne, le prospect de refaire sa vie, oui, éventuellement, il a repris goût à la vie, mais ça a pris du temps. Ça a déroulé cette boule de laine qu'on a enroulée pendant 74 ans, ça peut prendre du temps. Et il n'y a pas de remède à part le temps. Puis de discuter de son existence, de son investissement comme proche aidant. Mais aussi ses proches, sa famille, qui voulant bien faire, disent, tu sais, peut-être qu'on devrait placer Mme Leblanc en centre d'hébergement. Peut-être qu'elle a besoin de soins spécialisés. Puis M. Leblanc ne comprenait pas. Il disait, je prends soin d'elle. Comment autrement d'autres équipes pourraient faire? Ça a été une discussion entre lui, sa famille et le CLSC pour lui convaincre à prendre du répit, à prendre soin de lui malgré tout. Donc, c'était un va-et-vient entre nous et lui pour qu'il puisse
comprendre, bon, ben, du 24 heures sur 24, c'est pas possible. Puis même il y a des livres sur la démence, ils disent c'est des journées de 32 heures par jour. Parce que le soir, la nuit, elle se réveillait, elle cherchait la salle de bain, donc il devait l'orienter, l'amener vers la salle de bain et la recoucher pour qu'elle puisse bien se retrouver. Donc c'est une présence constante et un souci constant aussi. Les soins à domicile, dans ce temps-là, Patrick, sont assez complets. On va chez Mme Leblanc, l'équipe se relaie, les différentes disciplines. C'est sûr qu'on a des disciplines, des écothérapeutes qui peuvent fournir de l'équipement, des infirmières qui peuvent faire un suivi. On manque de médecins. Ça, je pense que c'est pas une surprise pour personne dans la salle. On manque de médecins qui se rendent à domicile. On manque des médecins qui peuvent faire un suivi à domicile. On a des travailleurs sociaux qui font du soutien, mais le nombre d'heures, c'est pas suffisant ce qu'on peut offrir pour les préposés bénéficiaires. C'est très peu, c'est une goutte d'eau comparativement aux 24 heures sur 24 que le proche peut donner. Donc, on doit bien sûr mobiliser la famille pour qu'elle puisse s'impliquer. Et la plupart des gens que je rencontre à domicile, la famille est déjà impliquée. Ils engagent de l'aide privée en plus que le CLSC peut offrir parce que c'est pas suffisant en termes d'heures de soins. Et nous, dans notre région, on est quand même chanceux parce qu'on a une grande population âgée, donc on a le budget pour le soutien à domicile est plus élevé qu'ailleurs, mais c'est pas suffisant quand c'est du 24 heures sur 24. Et les alternatives sont bien souvent très peu acceptées par la famille, que ce soit un répit dans un centre d'hébergement ou même une personne qui vient à domicile pour prendre soin, des fois c'est plus compliqué pour que la personne accepte la préposée. Bien souvent, Mme Leblanc, les préposés du CLSC qui venaient donner un bain, elle les refusait. C'était non, je suis capable, pas tant. C'est une bagarre. Donc, de gérer ces bagarres au quotidien, des fois, les proches disent bon, je vais le faire moi-même. C'est plus simple. Elle accepte. Des fois, elle n'accepte pas. Puis on priorise ce qui est important. Est-ce que c'est un bain tous les jours qui est important? Est-ce que c'est est-ce que c'est l'alimentation? Est-ce que c'est les médicaments qui sont plus importants? Les proches choisissent leur bataille dans l'accompagnement de la personne. Pour M. Leblanc, malheureusement, 1 an plus tard, sa fille de 71 ans est aussi décédée d'une crise cardiaque. Donc, pour M. Leblanc, ça a été aussi une autre perte, un autre deuil. C'était pas planifié, c'est sûr. Sa fille, Sophie, elle allait au gym 2-3 fois par semaine. Elle était en forme, elle apportait ses emplettes, c'était le bâton de vieillesse pour M. Leblanc. Donc, comment faire sens par rapport au décès de sa fille? Des centenaires que je rencontre, on vit beaucoup de deuil aussi d'enfants, de la fratrie, des gens qu'ils ont côtoyés. Donc, le réseau social se rapetisse parce qu'ils sont des survivants. Ce sont des gens qui ont réussi à vivre longtemps. Et c'est pas rare d'avoir des enfants qui décèdent avant eux. Ma belle-mère a perdu 2 de ses fils, 72 ans. Elle a perdu 2 de ses enfants avant. Donc, ça force la résilience, ça force le travail de deuil. Mais ces gens-là, c'est des battants, c'est des gens incroyables. Moi, j'apprends beaucoup avec ces personnes-là. Pour moi, c'est des universités ambulantes. Ce sont des gens tellement résilients que malgré les pertes, ils réussissent à trouver un sens à leur vie. On doit continuer à vivre. On trouve un sens. On vit pour la naissance de l'arrière-petit-fils qui s'en vient. On trouve d'autres projets. Donc, les gens qui sont animés par des projets, ce sont des grands maîtres, mais il y a des gens qui ont plus de difficultés. Donc, je ne veux pas dire que c'est toutes les personnes âgées qui réussissent à survivre des pertes. Il y en a d'autres qui ont besoin de psychothérapie, de médicaments pour pouvoir passer sur une dépression. Le gendre de M. Leblanc a tombé dans une dépression majeure suite au décès de son épouse. Donc, ça a été très, très, très difficile pour lui. Ça a pris 1 an et demi de psychothérapie, de médicaments avant de pouvoir remonter à la surface de l'eau pour faire sens par rapport au décès de son épouse. Ils avaient des projets de retraite, ils avaient des projets de partir en voyage, puis ces projets-là sont mis à l'eau. Donc, ça a été très difficile pour la famille, puis ça a été aussi très difficile pour M. Leblanc parce que constamment, à chaque perte, tout le monde lui disait, tu devrais aller en résidence pour personnes âgées. Ça n'a pas de bon sens, tu es tout seul. Puis tout le monde lui disait, bon, comme la résidence des personnes âgées, c'était la solution. Mais la solution à quel problème? Pas pour lui. Pour lui, il était bien à la maison.
Oui, il avait besoin d'aide pour faire l'épicerie. Oui, il avait besoin de peuvent voyager moins loin en automobile. Mais quand même, pour lui, il était bien chez lui. Mais il a cédé quand même à la pression de sa famille. Il a essayé 2-3 semaines dans une résidence. Puis il a dit, c'est pas pour lui. Toutes les personnes sont trop vieux. Sont en marchette, sont en chaise roulante, ça bave, ça tape. Bref, vous pouvez avoir une image d'une résidence. Pour lui, c'était pas pour lui. 72 ans, il était actif. Pour lui, c'était comme... Ils sont trop vieux pour moi. Donc, pour lui, c'était pas une solution. Il reste à domicile. S'engager de l'aide. Une femme de ménage pour vider les armoires du linge de son épouse qui est décédée quand il était prêt. Donc, le deuil, c'est aussi la parole, mais c'est aussi beaucoup de petits gestes qu'on met. Ce sont des rituels qu'on fait pour pouvoir passer à travers. C'est vider les armoires. Pour M. Leblanc, c'était aussi de faire des petits dons à des organismes au nom de son épouse, au nom de sa fille. Un an plus tard, surtout de sa fille, il a organisé une cérémonie commémorative. Il a invité sa famille. Ils ont un souper ensemble. Ils se sont souvenus des événements du passé. La petite fille a fait un petit PowerPoint avec les photos, tout le monde projeté sur le mur. Ça a été des petits gestes qui font que les gens se souviennent le temps qui a passé. Puis c'est aussi le temps de revoir les événements majeurs de la vie. Puis pour une personne âgée, c'est important de faire ce retour dans le passé. Beaucoup de personnes me disent « Ah, tu sais, Patrick, les personnes âgées sont toujours dans le passé. » Non, c'est pas toujours dans le passé. C'est juste que pour faire sens de ce qu'on est, on doit faire un retour. Puis ça, c'est tout le monde. Quand on a un événement tragique dans sa vie, on prend une pause, on regarde dans le rétroviseur, on regarde ce qui s'est passé en arrière pour pouvoir mieux voir ce qui s'en vient en avant. Donc, ce réflexe-là, c'est pas juste pour les personnes âgées. C'est pour beaucoup de personnes. Puis les gens qui vivent un traumatisme, c'est bien souvent ce qu'ils vont faire, c'est dire, on met sur pause, puis on regarde vers où on va, puis ce qui s'en vient devant. Donc, ça, c'est un peu M. Leblanc. M. Leblanc a continué à vivre, continue à voir son ami Jacques, qui a aussi perdu son épouse. Suite à la fin de la pandémie, on a retrouvé les activités au club social auquel ils allaient. C'est sûr qu'au début, c'était un peu plus difficile d'aller au club. Ce qu'il m'a dit, c'est que, bon, pour les premières semaines, il a juste allé aux conférences, juste écouter. Moins d'interaction possible. Il arrivait en retard pour ne pas être en confrontation avec des gens qui étaient dans la salle. Il arrivait, il écoutait, il disait bonjour des gens, il repartait. Puis, après ça, bon, on a imaginé des conversations avec les gens. On a discuté, bon, qu'est-ce qui vous fait peur d'être en interaction avec les gens? Il ne voulait pas recevoir les condoléances des gens. Il ne voulait pas revivre le trauma de perdre sa fille, de perdre son épouse. Donc, pour lui, c'est difficile. Donc, on a imaginé des conversations. Comment gérer les condoléances des gens, comment passer à autre chose. Puis, après ça, il a eu la bonne idée d'inviter son ami Jacques pour avoir une discussion. Comment il pourrait gérer ça. Donc, lui et Jacques ont été au club, puis ils ont pu participer aux activités. Par la suite, monsieur a pris un cours un cours informatique pour pouvoir gérer sa nouvelle tablette. Donc, il s'est mis sur sa nouvelle tablette. Puis, au cours informatique, il a rencontré une certaine Mme Tremblay. Puis, tous les mardis, ils vont au cinéma. Même si monsieur n'écoute pas les paroles, il n'entend pas grand-chose, mais il lit les visages sur l'écran. Puis, il regarde le visage de Mme Tremblay, puis il est content. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Je ne suis pas au courant. Il a passé à autre chose. Donc, il continue à vivre, puis il continue à se projeter dans l'avenir, même si, au bout de ses 80, je pense, 14 ans présentement, donc il est encore chez lui. Il y a de l'avenir, hein, pour lui. Il y a de l'avenir. Il parle d'avenir. Hein? Toujours dans l'avenir. Oui. Toujours dans l'avenir. Puis malgré les différentes pertes, il dit, je ne peux pas rester dans le passé, il faut que je continue. Je dois être là pour mes enfants, mes autres petits-enfants, et de pouvoir continuer à vivre. Puis il s'est dit, il faut que je le fasse pour ma fille, il faut que je le fasse pour les autres membres de la famille. Quand il a vu son gendre tomber dans une dépression, il dit, il faut que je sois là pour lui. Il faut que je sois là pour lui, malgré ma propre perte, mon propre deuil, mes propres souffrances, je dois être là pour les autres membres de la famille. Puis il a été un peu l'étendard de la famille, un peu là, le phare de la famille. Il a dit,
malgré, oui, le patriarche, malgré les vagues qui s'abattent contre le phare, je vais être là pour je vais tenir le phare, je vais tenir la lumière. Il peut dire qu'il y a encore de l'espoir. Il faut quand même continuer à vivre, malgré tout. Donc ça, c'est un peu M. Leblanc. Il reste peu de temps, je vais essayer de continuer à aller à... Il y a du temps. On a du temps, ça file vite, je vois le temps filer. Donc, la deuxième situation que je vais vous parler, c'est de la situation de Mme Lévy. Encore là, tous les noms sont fictifs, c'est anonymisé, j'ai tout changé des circonstances. Si vous reconnaissez les personnes, c'est vraiment une pure coïncidence parce que c'est un mélange de plusieurs situations. Donc, pour Mme Lévy, c'est une femme qui est née en Pologne en 1932. Malheureusement, durant l'Holocauste, elle a perdu toute sa famille. Elle était la seule survivante de toute sa famille. Donc, pour les parties de la Pologne, elle habitait un petit village au sud de Varsovie et elle est partie en 1948, je crois, pour le Canada, puisqu'une de ses amies était venue au Canada, puis elle l'a invitée à venir au Canada à refaire sa vie dans une nouvelle ville. Donc, pour Mme Lévy, c'était un cheminement particulier, mais elle était contente de refaire sa vie dans une nouvelle ville. Elle a laissé derrière elle tous les souvenirs de l'Holocauste, tous les souvenirs et tout le traumatisme qu'elle a pu vivre. Elle s'est dit, je refais ma vie, je repars à zéro, je pars avec ma petite valise et on refait un nid ailleurs. On oublie souvent ça, ces histoires des immigrants qui arrivent dans un autre pays. On a des images dans les médias qui sont projetées comme que c'est pas possible. On oublie tout le trauma qu'ils vivent, puis toute la démarche qu'ils doivent vivre. Puis moi, je travaille dans la région de Côte-Saint-Luc, dans Snowdon West, Hampstead, puis c'est des histoires d'immigration incroyables que je peux vivre. Puis je travaille des fois dans la région de Côte-Saint-Luc, des Côtes-des-Neiges. Puis il faut entendre les histoires qu'ils peuvent vivre et les traumatismes qu'ils doivent vivre et toute la force que ça prend pour se réinventer, d'apprendre une langue, pas juste une langue, 2 fois 2 langues, et de refaire son petit chemin, de faire son petit nid, puis de se recréer par rapport à un nouvel pays. Le climat était comme relativement similaire pour Mme Lévy, mais bref, ça a été un apprentissage de se rentrer dans une belle ville. Heureusement, il y a une communauté juive à Montréal qui l'a accueillie. Elle a trouvé son mari à la synagogue, ils se sont mariés, ils ont eu 4 beaux enfants, 11 petits-enfants, 8 arrière-petits-enfants. Donc, pour elle, c'était la reconstruction. Elle a travaillé 2 emplois en même temps pour pouvoir se payer un duplex avec son mari. Ils ont fait des sacrifices pour élever leurs enfants, pour leur donner une meilleure vie qu'eux ont pu avoir. Et ensemble, ils ont vécu plusieurs années jusqu'à temps que son mari décède. Puis, comme M. Leblanc, Mme Lévy, c'était la matriarche de la famille. Donc, c'est elle qui poussait tout le monde vers l'avant. Et malgré un cancer du sein qu'elle avait et les traitements de chimiothérapie qu'elle a subis, elle a accompagné des proches vers les soins palliatifs. Elle a aussi aidé sa fille dans ses traitements d'oncologie, parce que ça fait aussi le même cancer du sein, même un peu plus agressif à certains moments. Donc, pour Mme Lévy, elle poussait tout le monde vers l'avant. Elle était une battante. Quand on l'a rencontrée, moi puis l'infirmière du soutien à domicile chez elle, elle accueillait du thé, des biscuits maison. Puis elle était vraiment une petite femme de 4 pieds 6. Elle disait qu'elle va refouler au lavage. Puis on voyait dans ses yeux la flamme qu'elle avait, qui l'habitait, c'était incroyable. La référence que l'hôpital nous a envoyée, c'est surtout ne parlez pas de l'Holocauste avec Mme Lévy. Elle ne veut pas en parler. C'était silence radio là-dessus. Elle voulait qu'on passe à autre chose, qu'on se centre sur d'autres choses. Donc, on l'a accompagnée, on a essayé de l'aider, elle et sa famille, pour gérer ses pertes, de gérer ses incapacités que la chimio amenait. Et progressivement, de plus en plus faible.
puis affaiblie, elle avait de plus en plus de difficulté à supprimer ses souvenirs de l'Holocauste. Donc, ces fantômes revenaient, l'hantaient. Ce qu'elle avait réussi à encapsuler pendant tant d'années, ça remontait à la surface. Voyant sa finitude, sa fin de vie s'approcher, elle dit « Je ne peux pas rester avec ces fantômes-là dans le placard. » Donc, tout le traumatisme est revenu à elle, à la surface, 5-6 mois avant la fin de sa vie. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Donc, elle s'est ouverte. Elle dit, je dois parler, je dois raconter, pas mon histoire, mais l'histoire avec le grand H. Donc, c'est ce qu'elle a fait. On s'est assis, on a discuté, elle s'est ouverte, elle a dit, je veux épargner des détails à ma famille, mais des choses que je dois discuter de ce qui s'est passé. Puis avec la montée de l'antisémitisme à travers le monde, elle s'est dit, j'ai un devoir de partager l'histoire. J'ai un devoir de... Elle a dit, Patrick, je dois t'informer que ça existe. Je vous crois. Mais pour elle, c'est important le devoir de la mémoire, de passer un legs. Puis, avec son accord, j'ai contacté le Centre communautaire Cummings, qui ont pu dépêcher une bénévole pour rédiger sa biographie. Donc, on a pu trouver, le Centre Cummings a pu trouver une bénévole qui parle le polonais. Donc, madame a pu parler dans sa langue maternelle. Puis, c'était beaucoup plus facile pour elle de partager son histoire. Donc, elle nous racontait, bon, moi et la bénévole, on se relayait. Donc, la bénévole lui amenait des photos de Varsovie avant les bombardements, ce qui lui ramenait des souvenirs, ce qui remontait à la surface, c'était souverain de son enfance. Mais surtout le traumatisme de la séparation qu'elle a vécu près de la gare quand elle s'est enfuie, parce que les gardes ne regardaient pas. Elle est partie, donc elle se souvient avec précision toutes les couleurs des manteaux qui étaient autour d'elle, parce qu'elle était plus petite. Elle était entre les jambes de ses parents. Et son père l'a poussée, puis elle est partie. Elle a survécu plusieurs années dans la forêt, cachée dans les grottes. Son corps est encore affligé d'être recroquevillé dans des petits coins, de savoir laver les cheveux avec la suie des feux de camp qui étaient éteints, d'avoir mangé des racines pour pouvoir survivre, de manger de la neige pour pouvoir boire un peu, d'être toujours dans cette horreur qui était l'Holocauste. Ça a été vraiment très, très traumatisant et c'est revenu en fin de vie. Et c'était important pour elle de raconter son histoire. Donc, elle m'a raconté le cri strident des trains qui arrivent à la gare, les cendres qui tombaient dans le ciel d'hiver, même s'il ne neigeait pas, l'odeur de la mort, tous les parfums, les sensations qu'elle a pu vivre, puis qu'elle partageait avec une précision chirurgicale. Les mots, les sens, les parfums, tout remontait à la surface. Donc, pour elle, c'est important, elle revivait un stress post-traumatique. Elle revivait ça, puis elle était un peu ambivalente. Elle disait, je devrais le laisser, c'est trop lourd à porter. Je devrais mettre ça de côté, puis me concentrer à vivre, à avoir le bonheur de mes petits-enfants. Puis après ça, elle s'est dit, non, je dois finir mon parcours. Puis de fil en aiguille, sa fille a contacté la fondation Shoah de Steven Spielberg et ont pu organiser un témoignage vidéo avec Mme Lévy avant son décès. Et la bénévole a pu terminer sa biographie quelques semaines avant son décès. Puis la famille a fait des copies de sa biographie qu'on a laissées au salon funéraire, mais aussi à la synagogue de Madame pour que son histoire soit connue. Et le Centre Holocauste de Montréal aussi a des copies de sa biographie. Donc, elle était contente parce que son histoire a été partagée. Ses enfants l'ont pu seulement le lire. On n'a pas pu partager toute l'histoire, mais il y a une vidéo, il y a des images qu'elle se raconte, un livre qui a été écrit pour elle, et tout ça, ça l'a aidé pour son processus de détachement, de deuil, de départ, pour dire, bon, ben, il y a des traces. Elle disait à sa petite fille,
imprime toutes les photos sur ton cellulaire. Elle avait en horreur les nuages numériques. Pour elle, il faut pouvoir toucher aux souvenirs. C'était important d'avoir quelque chose concret, physique, parce qu'elle n'avait plus d'images, elle n'avait plus de photos de sa famille. Elle avait presque tout laissé en Pologne où tout a été pris par l'Holocauste. Donc pour elle, avoir quelque chose de tangible, c'était important. Puis je peux comprendre les gens qui investissent des objets dans le deuil, parce que c'est important d'avoir ces objets transitionnels, bien souvent. C'est des photos qu'on investit. Puis c'est difficile de se départir, de transformer sa relation dans un processus de deuil. Puis ces images ou ces photos ou ces objets sont importants. Et je comprends parce que moi, j'ai même mes livres de cégep que je conserve, que je ne lis plus, mais ils sont là. C'est une trace d'un passé. C'est important, ça fait partie de mon identité, comme ça fait partie de l'identité des gens quand ils ont des photos ou des images des gens qu'ils ont perdus. Donc c'est important, ces traces-là. C'est sûr, pour les personnes que je côtoie peuvent avoir vécu l'Holocauste, mais des fois, c'est des viols, des fois, c'est des traumatismes du passé qui refont surface. Donc, comme intervenant, on doit être, je ne dis pas à l'aise, on n'est vraiment jamais à l'aise, mais il ne faut pas se surprendre que des traumatismes peuvent revenir à la surface en fin de vie. Donc, ça fait partie des discussions qu'on peut avoir au chevet des personnes qu'on côtoie. Donc, ça, c'est un peu l'histoire de Mme Lévy et de sa famille qui se sont soudés, qui ont su l'accompagner, malgré la lourdeur des traumatismes, malgré l'ambivalence de Madame. Elle dit, j'ai vécu quand même beaucoup d'années sans parler. Pourquoi il faut que j'en parle maintenant? Puis elle a évacué, puis elle a passé à autre chose, puis ça l'a aidé à dire au revoir, puis de dire, j'ai pu honorer la mémoire de ma famille, de mon village qui a été balayé de la carte. Donc, c'était un processus qui a été fort utile de pouvoir avoir un moment d'écrire ses mémoires, puis d'avoir pu partager à plusieurs son histoire. Donc, c'était quelque chose qui me marque encore aujourd'hui. Et pour moi, c'est important de parler ces histoires-là parce que c'est un peu un devoir d'histoire aussi pour moi. Dit Patrick, il faut que tu partages mon histoire. Je dis oui, je vais partager. C'est important d'en parler. Tu l'as accompagné longtemps, plusieurs années? Ça a été sur 18 mois. 18 mois? Trop court. C'est court? Très court. Oui, hein? Très court, oui. Elle en avait beaucoup à dire et puis... Beaucoup à dire, mais en même temps, beaucoup de leçons de vie à partager. Parce que c'était pas juste négatif. Elle me parlait beaucoup de son passage au Canada, comme quoi elle était reconnaissante de pouvoir refaire sa vie. Et chaque naissance, c'était comme une victoire. Elle dit, Éclair a eu raison de ma famille. Elle dit, c'est pas vrai que mon cancer va me faire la même chose. Je vais continuer à me battre à vivre. Donc pour elle, c'est un combat de tous les jours de vivre avec le cancer. Puis elle dit, malgré la douleur, malgré la souffrance, je suis encore en vie. Puis je ne peux pas encore profiter. Donc il y avait un sens dans son combat. Puis elle s'est battue jusqu'à la fin. Elle est morte à l'hôpital? Elle est morte chez elle. Chez elle? Oui. Oui. Ça t'arrive d'être là? C'est rare que je suis là, que ça arrive le décès. Parce que bien souvent, les décès, ça arrive très, très tôt le matin. 5-6 heures. Et j'étais bénévole à l'hôpital Notre-Dame, à l'unité de soins palliatifs. Puis je faisais de l'accompagnement de nuit, de 11 heures jusqu'à 7 heures le matin, quand j'étais au bac, quand j'avais de l'énergie. Et des familles qui quittaient vers 10-11 heures le soir pour aller se coucher. Puis des fois, ça arrivait le matin, tôt le matin, 2-3 heures le matin, ou 5-6 heures le matin. Des fois, quand c'est un problème cardiaque, ils disent 3-4 heures. C'est pas vrai. Des gens quittent, puis des fois, quelques heures plus tard, ils décèdent. Des fois, les gens veulent partir seuls. Ils ne veulent pas imposer leur décès ou la tristesse chez les gens. C'est l'hypothèse que je fais. C'est pas très scientifique ce que je viens de dire là. C'est mystérieux, mais c'est une partie mystérieuse et oui. une partie de dire partez. Elle avait quel âge, Mme Lévy? Elle avait 90 ans. 90 ans. Oui. 90 printemps. Ah. Oui. Tu as vu beaucoup de résilience, hein? Beaucoup de détermination, puis de raison de vivre. Raison de vivre malgré tout, oui, malgré toutes les horreurs qu'on peut vivre. La résilience des gens, c'est incroyable. La capacité de se réinventer, de repartir à zéro, puis de dire, c'est pas vrai que
partie de mon histoire, va tout définir le reste. Madame Lévy a pu mettre ça de côté et d'autres survivants de l'Holocauste vont complètement balayer tout ça puis laisser ça. Ils disent non, ça appartient aux autres. À une autre époque de ma vie, c'est pas moi. Puis d'autres survivants de l'Holocauste que j'ai accompagnés en fin de vie, pour eux, ils disent non, non, l'Holocauste, c'est fini. C'est une autre époque, une autre période de ma vie. Puis ils n'ont pas du tout abordé l'expérience. Ils ont complètement balayé ça derrière eux, comme certains ont balayé la religion. Il dit Dieu m'a abandonné durant l'Holocauste. Pourquoi je croirais à Dieu? Puis ça, c'est difficile, parce que beaucoup de familles que je côtoie, les enfants sont très religieux, les parents un peu moins. Donc, des fois, il parlait des différences générationnelles, mais on voit ça aussi dans le catholicisme, on voit ça dans d'autres religions. Mon grand-père était très religieux, moi un peu moins, je l'avoue. Et c'est pour lui, sa fin de vie, c'est pour gagner mon siège, je dois souffrir. Donc, pour lui, tout ce qui était narcotique, on oublie ça. Puis on ne comprenait pas parce qu'il y avait des cancers aux os, c'était très souffrant. Puis il dit non, je dois souffrir pour gagner mon paradis. Puis pour lui, c'était pas de médicaments. Nous, on ne comprenait pas. On a plusieurs membres de la famille qui sont dans la santé. On s'est dit ça n'a pas de bon sens d'avoir une fin de vie comme ça, mais c'est la fin de vie qu'il lui voulait. Et la famille a dû se résigner, puis je dis le terme résigner, parce que je pense que c'est le bon terme, à accepter sa fin de vie qu'il a choisie. Malgré la souffrance qu'il avait, c'est la fin de vie qu'il voulait. Puis on se dit, on suppliait, prends moins de Tylenol. Non, c'est correct. Le bon Dieu va venir le chercher. Et ça, c'est difficile parce qu'on vit souvent de l'impuissance par rapport à la souffrance de l'autre qu'on peut parfois soulager. Je dis parfois parce que des fois, il y a des souffrances qu'on ne peut pas soulager. Je sais que tu voulais qu'on parle un peu d'aide médicale à mourir. Oui. Je vois le temps passer, il est déjà 8 heures. En fait, ma question autour de l'aide médicale à mourir, est-ce que tu trouves que quand on entend ce que tu nous racontes de deux personnes, là, en particulier, on se dit ces gens-là avaient un goût de vivre, puis une soif de vivre. Est-ce que c'est moins fréquent, une personne âgée qui va demander l'aide médicale à mourir par rapport à la population en général? Je vais prendre les statistiques qui ont été produites par la Commission des soins infirmiers du Québec. Donc, je suis commissaire à cette commission, puis la majorité des personnes qui demandent l'aide médicale à mourir ont 60 ans et plus. Donc, la grande majorité ont des troubles, beaucoup de cas de cancer, quelques troubles pulmonaires, mais la majorité ont des cas de cancer, 80% ont des cancers. La majorité sont vus par 2 médecins qui font des évaluations indépendantes. Et ils ont des souffrances tant au niveau des activités de la vie quotidienne. Ils ont des incapacités. La plupart ont un pronostic de moins d'1 an. Et de plus en plus, ce qu'on voit, c'est des pronostics de quelques jours, quelques semaines. Il y a quelques exceptions. Il y a des cas de sclérose en plaques où les gens demandent plutôt d'avoir l'aide médicale à mourir. Mais les gens, de mon expérience personnelle ou professionnelle plutôt, les gens attendent vraiment jusqu'à la fin. Avant de demander. Les gens veulent vivre le plus longtemps possible, mais bien souvent, ces gens qui demandent l'aide médicale à mourir, le critère important, c'est la souffrance. Une souffrance inapaisable. Et beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là ont des souffrances tellement sévères que même les narcotiques ne réussissent pas à soulager. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas se soulager, même avec les meilleurs médicaments, les meilleurs soins palliatifs. Puis la grande majorité des gens qui demandent des médicaments à mourir sont suivis par une équipe de soins palliatifs. Donc, ce n'est pas par faute de service ou par faute de soins, c'est des gens qui ont des souffrances inapaisables. On a environ au Québec 70 000 décès par année. Et l'aide médicale à mourir représente 5 %. Donc, environ 3 600 Québécois demandent l'aide médicale à mourir, puis il y a 700 000 personnes qui décèdent au Québec. Puis, oui, il y a des données qui sont publiées.
les 2 tiers sont acceptés, je crois, de mémoire, là, puis il y a 1 tiers qui sont refusés. Les raisons de refus, c'est parce que, bon, ils ne rencontrent pas les critères ou sont décédés avant. Mais la majorité des 2 tiers sont acceptés. Il y a quand même une évaluation qui peut prendre un peu de temps. Puis les 2 médecins qui font l'évaluation indépendante doivent s'assurer que les gens répondent à l'ensemble des critères qui sont, bon, d'être un adulte, être apte à consentir aux soins et d'avoir essayé d'autres traitements qui peuvent soulager la souffrance. Donc, l'offre des soins palliatifs en fait partie, une consultation par des spécialistes en font partie, mais il y a des gens qui demandent à l'aide médicale à mourir, c'est parce qu'ils ont atteint le bout de rouleau, bien souvent. Moi, les personnes que j'ai accompagnées à domicile, c'est des douleurs qui étaient incontrôlables et des symptômes que je pense que c'est difficile à dire, mais le corps, quand il perd ses moyens, quand il perd son contrôle, quand les gens vomissent leur sel, quand il y a des gens ont des hémorragies, quand il y a des gens qui ont des troubles vraiment... Je vous évite des détails, là, c'est vraiment... je vais arrêter là. Il y a d'autres détails. Quand la déchéance du corps prend le dessus et que les traitements sont plus, ne soulagent plus la personne, il reste des choix. Il reste soit la sédation palliative, qui peut être offerte en fin de vie. Donc, c'est de rendre une personne inconsciente jusqu'à son décès. Donc, c'est une sédation palliative continue qui peuvent être offertes lorsque le pronostic de 2 semaines et moins est envisageable. Et l'aide médicale à mourir. Je ne vous cacherai pas qu'au Québec, on voit de plus en plus l'augmentation d'aide médicale à mourir. Est-ce parce qu'on est victime du succès? Est-ce que c'est parce que les gens ont vu d'autres personnes mourir avec l'aide médicale à mourir puis ont vu ça que c'était paisible? Ou parce que c'était une mort qui était planifiée, qu'on pouvait entrevoir et qu'on pouvait réunir les gens autour pour un dernier au revoir? Et ça peut être apaisant. Le fait aussi d'avoir une date qu'on peut choisir, ça peut être aussi vu comme un genre de reprise de contrôle sur une déchéance qu'on ne peut pas contrôler. Quel est le retard curatif entre... Je dirais que les gens, c'est difficile à dire parce qu'on voit tellement, c'est comptabilisable, on voit tellement de déclarations à la commission que c'est difficile à dire est-ce que c'est le retard des traitements, je dirais le contraire. Beaucoup de gens qu'on voit dans les déclarations de médecins, il y a eu plusieurs spécialités qui ont été consultées. Il y a plusieurs spécialistes qui ont été mis de l'avant. Il y a des fois, il y a des gens qui négligent leur santé, qui ne vont pas à leur rendez-vous médical. Est-ce qu'il y a eu ça durant la COVID? Possiblement. Je ne ferai pas l'autruche. Je pense qu'il y a des gens qui... n'ont pas consulté durant la COVID, ils n'ont pas été à leur rendez-vous en oncologie, par crainte. Ça va être des années entre Astérix, probablement, dans les statistiques? Bien, peut-être pas Astérix, on voit une augmentation, mais toutes les déclarations qu'on a à la commission sont conformes. 99% des déclarations faites par les médecins, ce sont des aides médicales à mourir conformes, donc répondent aux critères de la loi. Je sais on pourrait parler de l'aide médicale à mourir pour les gens qui sont devenus inaptes, mais ça, c'est un autre débat qu'on aura une autre fois parce c'est encore en session parlementaire. Mais les gens qui demandent l'aide médicale à mourir sont vraiment en fin de parcours pour la majorité des gens. Et ce qu'on voit, c'est que les gens attendent très, très tardivement pour demander l'aide médicale à mourir. C'est comme un dernier recours pour ces gens-là. Comme vous voyez, on peut maintenant être ensemble avec vos questions, vos commentaires. Profitons de... Oui, là-bas peut-être. Oui. Avec le nombre de décès suite à l'aide médicale à mourir de plus en plus qu'il y a au Québec, est-ce que vous avez observé si le deuil des personnes qui restent est différent avec l'aide médicale à mourir que d'un deuil suite à un cancer ou un deuil plus vite? Plus vite, oui. Durant les 5 dernières années, on a eu la chance de faire des ateliers interactifs avec des proches aidants pour les sensibiliser sur la fin de vie. Et on a eu des proches aidants qui ont accompagné une personne jusqu'à une mort naturelle.
et d'autres qui ont eu l'aide médicale à mourir. Dans leur trajectoire, ce qui est important de savoir, c'est pas tant la façon que la mort est venue, mais les discussions préalables. Une personne qui demande l'aide médicale à mourir, elle souffre. Et ça peut éclabousser sur la famille, la souffrance. Mais si la souffrance est discutée, et si l'aide médicale à mourir est discutée, ça facilite grandement le processus de deuil parce qu'il y a une ouverture de la mort, sur la discussion de la mort, sur la fin de vie, sur ce qui s'en vient. Donc, l'aide médicale à mourir permet ça, parce qu'il y a des discussions entre deux médecins, par les équipes traitantes qui accompagnent la personne en fin de vie, soit à domicile ou dans tous les sites. Il y a des aides médicales à mourir où les gens ne veulent pas en parler. Et ça peut amener un deuil plus compliqué, parce que la discussion ne se fait pas, puis les gens se sentent un peu trahis. Et nous, comme professionnels de la santé, on a l'obligation de confidentialité. Si la personne ne veut pas en discuter avec les membres de la famille, on doit respecter la perspective de la personne. C'est sûr que moi, comme travailleur social, j'ai une discussion avec la personne. Je dis, vous savez, pour le deuil des proches, si on peut les accompagner, c'est plus facile, mais j'ai l'obligation de respecter le choix du patient s'il ne veut pas en discuter. Et pour les intervenants et pour l'équipe soignante, c'est très difficile lorsqu'il y a un refus du patient d'en parler avec la famille. Donc ça peut amener un deuil un peu plus compliqué sur la fin de vie qui n'a pas été discutée, qui n'a pas été abordée. Et ça peut être aussi difficile qu'une mort tragique, qu'un accident auto, que d'autres types de morts subites. Ça peut amener un deuil plus compliqué, plus difficile à gérer. Donc, ce n'est pas tant l'aide médicale à mourir qui peut favoriser une bonne mort ou un deuil plus facile, c'est vraiment plus les discussions préalables. D'avoir eu le temps de dire au revoir, d'avoir eu le temps de faire ses adieux, d'avoir eu le temps de discuter de ce qui va se passer par la suite, de dire le testament est fait, j'ai dit mes au revoir, j'ai rencontré les gens que je voulais rencontrer, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire, j'ai eu un dernier souper avec ma famille, on a eu des rituels avant le décès. Tout ça, ça peut sembler un peu bizarre pour certaines familles qui le vivent pour les premières fois. Mais quand on a eu le temps de discuter justement de faire leurs adieux, ça facilite grandement le processus de deuil parce qu'il y a des discussions qui ont permis de dire ce qu'il y avait à se dire, d'avoir pu passer un dernier moment ensemble et d'être présent au décès. Oui. Comme je dis, comme j'étais bénévole, ça se passait quand la famille quittait. Mais avec l'aide médicale à mourir, c'est planifié. Les gens se rallient, ils se présentent, et ça amène une situation particulière. Auparavant, on avait des veillées, les gens se rencontraient, ils faisaient des nuits, ils passaient des nuits avec la personne qui était mourante, agonisante, et c'était une personne qui était là, présente avec la personne. Tandis que présentement, avec l'aide médicale à mourir, ce que ça permet, c'est que tout le monde peut être là. Donc, il peut y avoir un rituel, il peut y avoir une cérémonie de vie avant le départ. Donc, tous ces rituels-là, c'est important. Et ces rituels-là peuvent avoir lieu, même pour une mort naturelle, ça va faciliter grandement le deuil. C'est ma vision. Oui. Et le problème, je pense aussi, Patrick, ça dépend où ça se passe, l'aide médicale à mourir. Il y a des institutions où ne sont pas encore très organisées pour ramasser la famille après. Oui. Moi, en soins palliatifs, je sais qu'on avait un volet suivi de deuil qui était très important et on accueillait les familles après la mort et on leur donnait un suivi automatiquement. Ce que j'entends, mais je ne suis plus dans les institutions, je suis en pratique privée, mais ce que j'entends, c'est que les familles ont de la difficulté parce que personne n'était là au sortir de la chambre. Et on dit, on prend un taxi, on s'en va chez soi, puis c'est très étrange. Alors qu'il y a des endroits probablement où on dit à la famille, ben voulez-vous, on va passer dans le petit salon, on va parler ensemble, et puis si quelqu'un a besoin d'aide, on a quelqu'un qui peut vous offrir des services. Mais comme on dit en bon québécois, le deuil n'est pas ramassé. Oui. Que ça soit avec l'aide médicale à mourir ou non, par exemple. Mais ça dépend, moi, aux soins palliatifs, c'est toujours ramassé. Oui. Mais si ce n'est pas aux soins palliatifs, d'accord. Mais aux soins palliatifs, c'est ça qu'il y a de beau, c'est qu'habituellement, on a toujours une équipe qui va s'assurer d'un bon suivi de deuil.
Mais autrement, quand les gens sont seuls puis qu'il n'y a pas de suivi de deuil, ça fait très, très mal. Je pense, moi, j'ai eu un exemple de quelqu'un qui était au travail et la personne qui avait demandé l'aide médicale à mourir ne voulait pas qu'aucun soit présent. Alors, elle était au travail. Le médecin a téléphoné pour dire à la dame, « Ça y est, c'est fait. On vous annonce que votre père maintenant est mort. » Elle était au travail, puis tout ça, puis elle ne savait pas comment réagir. Et elle a raconté à sa collègue à côté d'elle au travail que son père venait de mourir. L'autre a dit « Mais qu'est-ce qui est arrivé? » Alors elle lui a expliqué que c'était l'aide médicale à mourir et qu'elle avait demandé au moins que le médecin la prévienne quand ce serait terminé. Et là, sa compagne a dit « Mon Dieu, est-ce que je peux aller te chercher un café? Est-ce que je peux finir la journée pour toi? Est-ce que tu veux entrer? » Et c'est l'autre qui m'a raconté comment elle était bouleversée, qu'elle était laissée comme ça, en plan, seule. Alors, quand c'est bien organisé, comme tu as expliqué, je crois que le deuil peut bien se passer dans toutes les circonstances d'ailleurs, quand on peut parler d'avance de ce qui va se passer. Ça aide beaucoup la trajectoire du deuil. En effet. Ça ne sera pas long. Oui. Ça va prendre le micro pour les questions pour les gens qui sont en ligne, mais il y avait la dame ici en premier. La dame ici, c'est moi. Je trouve ça intéressant, ce que vous avez dit sur l'importance de la discussion avant, avec la personne qui va mourir, puis avec les personnes de la famille ou de l'entourage. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est ce que vous faites avec des gens qui vont mourir bientôt et qui ne veulent pas en parler, qui n'acceptent pas ou qui ne peuvent pas en parler parce qu'ils ne sont pas prêts ou pas capables. C'est difficile, ça. En tout cas, moi, je l'ai vécu étant près des personnes qui étaient proches de mourir et qui ne voulaient pas aborder cette situation-là, ou qui étaient capables de le faire. Ça m'intéresse de voir comment vous intervenez avec ces personnes-là. Très bonne question. Et j'ai une petite bulle qui monte au cerveau qui me dit il faut parler un peu de culture aussi. De la culture. La culture, l'aspect culturel qui peut aussi influencer. La croyance sur la mort et la vie. La perception des gens ont de la mort et de la vie. Dans certaines cultures, on ne parle pas de la mort. On ne l'aborde pas. On évite à tout prix. Et ça, il faut être conscient comme personne quand on accompagne que certaines communautés ou certaines cultures, on ne parle pas de la mort. C'est la vie jusqu'à la fin. C'est des soins actifs jusqu'à la fin. Et le déni, c'est aussi un mécanisme d'adaptation. On ne veut pas aborder parce que c'est trop envahissant. Donc, pour Mme Lévy, qu'on vous a discuté tantôt, comment ralentir ces émotions qu'elle avait qui survenaient, comment fermer le robinet quand elle avait mis un barrage toute sa vie sur ses souvenirs, ça a été difficile pour elle. Donc, pour les gens qui ne veulent pas aborder la fin de vie ou la mort, bien, moi, mon travail, c'est de rentrer en relation. C'est pas de forcer. Joanne a été en soins palliatifs toute sa vie, professionnelle, et le dogme de la bonne mort, c'est que les gens doivent parler de la mort, doivent accepter ce qui s'en vient. Et c'est la définition que les soins palliatifs ont donné un bon bout de temps, mais on n'est plus dans le dogme de la bonne mort. Il faut accepter la trajectoire de la personne et l'accompagner dans ce qu'elle vit. Et si pour moi, la personne que j'accompagne à domicile ne veut pas parler de la mort, il veut parler de la vie, il veut parler de son projet, il veut parler de son prochain jardin qu'elle va planter, ses semis qu'elle est en train de planter, qu'est-ce qu'elle met là-dedans? Oui.
En fait, en soins palliatifs aussi, on respecte toutes les cultures, là. Et il n'y avait pas de bonne mort comme telle, c'est-à-dire qu'il y avait la façon dont les gens souhaitent être accompagnés, et puis avec leur... Mais ce qu'on faisait, et ce que je pense qu'il est correct de faire, c'est simplement, pour une seule fois, sensibiliser la personne qui est en train de mourir sur l'impact du deuil. Simplement dire, est-ce que vous souhaitez que le deuil pour vos enfants se passe le mieux possible? Et on peut juste avoir au moins une discussion, on peut les inviter. Mais on voit que si la personne s'y oppose, ne veut pas, en effet, on doit respecter, c'est le patient d'abord. Et c'est dans ce sens-là que psychologues et travailleurs sociaux et personnes du soin vont toujours faire l'effort de communiquer avec la famille après, habituellement, pour voir comment ça se déroule et comment on peut réparer une blessure que des gens vivent comme une trahison, de ne pas avoir été impliqués, de ne pas avoir été consultés, et qu'il y ait au moins une occasion après la mort pour au moins parler de tout ça. Et c'est là qu'on peut imaginer qu'il y aura une forme de cicatrisation de cette blessure de ne pas avoir été impliqué. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas forcer ou faire la morale. On n'est pas là pour ça. Non, puis pour moi, je parle beaucoup aussi de qualité de vie. J'accompagne la personne avec son vocabulaire, avec son langage, avec ce qu'elle peut apporter à la table. Et on discute on l'accompagne. Puis pour moi, accompagner, c'est d'être à côté, c'est puis de laisser la personne être le guide de sa fin de vie. Et puis des fois, j'ai été congédié. La personne ne voulait pas mes services. Puis là, je dis, OK, d'accord, vous êtes bien entouré, mais est-ce que ça vous dérange si j'accompagne votre famille? Puis les gens me disent, OK, prends soin de ma femme, prends soin de mes enfants. Puis on ouvre la discussion avec le reste de la famille. On a des discussions. Monsieur est dans la chambre, et moi, je fais mes rencontres dans le salon ou ailleurs, au bureau. Et on accompagne la famille dans le processus de deuil et de ce qui se passe. On ouvre le dialogue. Et on essaie d'aborder justement, indirectement, la perspective de Monsieur Tartampion, qui ne veut pas parler de sa mort. Et qu'on focus sur ce qui apporte, ce qui fait sens pour lui. Et on parle de la mort indirectement avec sa famille, on les accompagne. Donc, c'est le type d'accompagnement qui peut se faire. Et on essaie de comprendre pourquoi ils refusent de discuter de la mort, pourquoi. Est-ce qu'on essaie de comprendre avec les membres de la famille, est-ce qu'il y a eu une mauvaise expérience dans le passé qui le met dans ces perspectives-là? Est-ce qu'il y a un traumatisme qui est présent, qui l'empêche d'ouvrir sur ça? Mais moi, je rencontre des personnes d'un certain âge qui ne sont pas nées avec Oprah, qui ne sont pas nés avec la psychologie, qui n'ont pas été outillés à parler de leurs émotions, qui n'ont pas été outillés de s'ouvrir sur la perspective de fin de vie. Donc, pour certaines personnes, parce que je ne vais pas faire de généralisation sur cet aspect-là, mais des gens qui ne veulent pas, pour eux, ils ont été fournisseurs de la famille, ils ont pourvoyeurs, pour eux, s'ils ne peuvent pas travailler, s'ils ne peuvent pas produire quelque chose, ça ne fait pas sens. Donc, des fois, on travaille, dire oui, mais il y a d'autres choses, il y a peut-être des au revoir, puis il y en a qui disent non, j'ai tout dit, puis je ne veux rien parler. On doit les respecter dans ce qu'ils sont, et on accompagne les personnes pour pouvoir les permettre à les accompagner, à être présents et de faire sens de la situation. En fait, oui, il y a une question là. Juste en attendant, je voulais dire aussi que nos rencontres, c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est vous acceptez de venir écouter, parler
d'un sujet de la mort ou de la mort des sujets. Et puis, ça nous ouvre finalement à ces propos, où est-ce que, en parlant de la mort, bien, on parle de notre façon de vivre avant de mourir et de notre façon de visionner un peu tout ça. Alors, c'est sûr que quand on y pense et qu'on se donne des occasions comme ce soir, ben, ça fait cheminer notre pensée. Et puis, comme ça, plus tard, on peut s'installer et dire, ben tiens, j'aimerais te parler un peu de comment je vois la fin de ma vie et de vérifier avec toi, avec la famille, qu'est-ce qui t'aiderait dans mes choix pour que ton deuil soit moins difficile. J'ai trop vu des parents qui ont été capables de parler aux enfants avant de mourir et de dire, dites-moi comment ça vous aiderait dans mes choix. Hein? Parce que d'autres vont dire, ben, tu feras ce que tu voudras avec moi. Mais tu feras ce que tu voudras avec moi, ça part assez mal le deuil. On ne sait pas trop quels auraient été les vrais désirs de la personne et qu'est-ce qui aurait fait du bien à toute la famille. Alors c'est sûr que cette ouverture-là, on l'espère toujours, qu'il y a des lieux où on peut commencer à parler de ça ensemble. Il y a des questions que je ne veux pas rater. Oui, il y a là, puis après, il y a là. En fait, c'était un petit peu tantôt quand vous parliez de l'aide à mourir. Là. Parce que moi, j'ai un frère qui avait appris un diagnostic, qui n'avait aucun traitement. Qui est rentré comme il n'y avait pas de traitement possible pour son cancer qu'il avait au poumon. Fait qu'on l'a suivi à chaque étape. Et lui, rendu à un certain niveau, il avait demandé l'aide à mourir. Fait qu'on s'est tous préparés à cette étape-là. Puis finalement, pendant que son infirmière était en vacances, parce qu'il y avait une infirmière qui passait au soin domicile, ça a comme pris quelques semaines avant que les gens réalisent qu'ils commençaient à être confus. Et moi, je disais à ma sœur, puis c'était une sœur jumelle, il vivait chez elle, elle l'avait emmené chez elle parce qu'il perdait l'équilibre, tout ça. Il n'était plus en état pour moi de rester à la maison. Fait que j'ai fait peur à ma sœur. Finalement, il y a une infirmière qui est venue, puis elle a dit non, il faut que tu t'en ailles aux soins palliatifs. Mais juste le temps qu'il est rentré aux soins palliatifs, bien, le médecin il a dit, vous savez, les soins palliatifs, c'est l'aide à mourir, c'est aussi légiféré. Il faut qu'il y ait 2 fois, il faut qu'il y ait un premier consentement qui est signé, puis le deuxième, il faut qu'il soit pleinement éclairé, qu'il n'y ait pas de période de confusion. Alors lui, il avait commencé à être confus, fait que le médecin a dit, je ne peux pas autoriser l'aide à mourir. Fait que finalement, il n'a pas eu l'aide à mourir. Mais je me disais, l'imprévisibilité, là, il arrive tellement de choses que même si on se prépare. Tout à fait. Finalement, on est une grande famille. Moi, j'étais très proche de mon frère. J'ai eu la chance d'accompagner jusqu'à la fin. Mais je regarde sa sœur jumelle qui venait de partir, qui l'avait accompagnée les 2-3 jours. Mais personne n'était préparé. On se disait, bien, on va être là à la fin. Finalement, ce que vous faites, c'est tellement important parce que justement, dans des familles, il y a des gens... Moi, j'étais assez ouverte parce que j'ai travaillé aussi avec les enfants en soins, tout ça. Mais mes sœurs et frères, ça ne se parle pas beaucoup. Ils vivent tout. Mais puis, en plus, en avril, lui, il est mort en septembre cette année, puis en avril, on avait perdu rapidement ma sœur d'un COVID. Fait que ça a été comme assez rapide, là, comme 3 dans la même année. Fait que l'après, là, moi, je me souviens, j'étais avec ses enfants. Puis l'après, c'est qu'il n'y a rien eu, où ce qui était. Là. Il était super bien, maison de soins palliatifs, mais il n'y a eu aucune rencontre après, tout ça. Mais il l'avait comme exposé, là, dans son lit, dans un grand salon, parce qu'il y avait un piano dans le coin. Puis là, les enfants, eux, ils voulaient jusqu'à la fin l'accompagner. Fait qu'ils ont attendu jusqu'à temps que la morgue vienne le chercher tout seul. J'ai dit à un moment donné, moi, je sors à un certain niveau, c'est correct, là, mais pour dire qu'après, c'est... Fait que ce que vous faites, c'est comme ça permet tellement à des gens de pouvoir le nommer, en parler, d'avoir un lieu où on peut se déposer en quelque part. Oui. Parce que, puis je me demandais, je me disais aussi, j'ai eu tellement de deuil. Moi, je racontais tantôt à Joanne que j'ai comme perdu 9 personnes en 2 ans. 4 de la famille, 4 amis, puis une personne un petit peu moins proche, mais qu'on connaissait quand même. Puis je me disais à un moment donné, puis moi, je suis une fille qui ressent beaucoup les choses. Puis là, je me disais, je ne sais pas si c'est normal, mais à force de perdre comme ça, c'est comme si on n'a même pas le temps de faire un deuil. C'est comme si j'étais gelée. Je me dis, comment ça se fait que... Puis de temps en temps, là, je commence, ça dégèle un peu, mais je me dis, ça doit être normal, à force que je veux m'expérimenter, avoir autant de deuil dans ma vie. Tu sais, mes parents ont décédé, j'étais jeune, mais ça faisait longtemps. Mais là, je me dis, est-ce que c'est normal que ça fasse ça, que je ressente moins la peine? Je n'ai eu de la peine pendant, là. Mais c'est juste que je me dis, on dirait que
bon, celui, ça fait partie de la vie, on passe à d'autres choses. Là. Mais ça me rattrape des fois, c'est ça. Mais je me dis, avoir autant de deuil, parce que je pense que le cerveau, il va tranquillement. J'ai comme cette impression-là. Là. Oui. C'est trop des chocs à la fois. Là. Ben oui, c'est sûr. Oui. L'usure du cœur. Oui. Et on nous, se comme intervenants, on est confrontés à plusieurs décès, plusieurs deuils. C'est sûr, ce n'est peut-être pas des membres de la famille, ce n'est pas des gens qui sont proches de nous, mais on les accompagne quand même dans des moments très intimes et de grande vulnérabilité. On peut aussi secouer par les deuils des personnes qu'on accompagne. Et d'avoir vécu multiples deuils, ça peut prendre juste des fois plus de temps. Comme je vous ai parlé tantôt de la boule de laine, là. Quand il y a beaucoup de laine autour, là, ça peut prendre un peu plus de temps. Puis, c'est pas de forcer, c'est pas de tirer sur la tige de la fleur pour qu'elle pousse plus vite, pour résorber le deuil. Des fois, c'est le temps que ça prend. Puis, il y a des deuils qui s'estompent plus rapidement, d'autres, comme pour M. Leblanc, son épouse, ça a été une grande tristesse, mais pour lui, c'était vraiment le décès de sa fille qui l'a dévasté. Et malgré tout ça, il a réussi à poursuivre, à continuer à vivre. Mais quand on a plusieurs deuils multiples comme ça, c'est l'usure de compassion, des fois, qu'on peut avoir comme intervenant ou comme personne qui est toujours vis-à-vis de la mort. Et c'est un processus... moi, j'utilise beaucoup le modèle duel d'attachement, puis de détachement, puis de Straub, qui parle justement qu'on passe un peu de temps dans la reconstruction de sa vie, et après ça, on passe à une vague de perte. On est toujours constamment entre ces deux vagues-là de reconstruction et de sentiment de perte. Et ça, c'est normal quand on vit plusieurs deuils, de pouvoir dire, OK, bien là, je ne peux pas constamment pleurer tout le monde en même temps. Puis des fois, c'est des événements. Puis des fois, je me surprends à écouter un film puis me mettre à pleurer pour aucune raison. Je dis, bien là, c'est le temps de... J'allume la chandelle dans le salon ou dans la cuisine, puis là, ben, ma famille sait, Patrick a besoin de temps. Il s'en va dans son bureau, il écrit. Je pose des mots sur le papier, puis je dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Qui je suis en train de perdre? Puis des fois, c'est un processus que je me fais. Puis je me fais des petits rituels. Puis ce qui est sain, c'est justement d'avoir ces petits moments à soi, de pouvoir poser nos deuils, de pouvoir avoir un moment de réflexion, puis de dire, OK, à soir, je me sens moins bien, puis je prends mon temps pour faire mon deuil des gens que j'ai perdus. Puis ça... non, allez-y. Comme le corps est intelligent, il s'écrirait les questions progressivement. Je me dis, probablement, le cerveau, c'est la même chose. Ça serait trop un choc tout en même temps de gérer un deuil. Je me dis, tranquillement, il y en a un qui vient, l'autre qui repart. Ouais. Je suis confiante, je me dis. Oui. On sait que ça fait partie de la vie, c'est juste que c'est intense comme rapprochement. Oui. Oui. Le corps, le cœur, le cerveau, des fois, il se protège. Il sait se protéger et ça va venir au fur et à mesure. Hein? On ne sait pas comment, mais c'est pas dangereux. Des fois, on a comme simplement, on se retient sans faire d'effort, mais c'est retenu à l'intérieur. Puis, à un moment donné, bien... Ça m'arrive comme ça, des fois, je fais une activité, mettons, piano, quelque chose, ça m'arrive de m'arrêter, puis là, je pense à ma soeur, à mes frères, je me l'appelais. C'est correct, je le dis. C'est juste que je me disais, il me semble que j'ai eu tellement de deuil, je devrais être à terre, mais je ne vois personne comme ça. Oui, là-bas. Oui. Ma question, c'est pas une question pratico-pratique, là. C'est deux cas deux connaissances, c'est survenu les 2 dernières années. C'est la même histoire. C'est des personnes, 2 dames, qui ont été déclarées Alzheimer, qui restent chez elles et qui ont encore leur permis de conduire. Puis à un moment donné, suite à un trajet qui se sont perdus, chacune de côté, c'est la famille qui a enlevé le permis de conduire de ces dames et la voiture. Ma question, est-ce que c'est la responsabilité des familles et des proches aidants de faire ça ou c'est pas l'équipe médicale de faire cette approche-là?
Parce que souvent, ces personnes-là sont agressives quand on commence à leur enlever un peu d'autonomie. Et puis, c'est-tu dû à la COVID que l'équipe médicale prend moins les devants de ça? Ou en tout cas, c'est ma question. Combien de temps qu'on a? Grande question. Je vais essayer de donner une réponse courte. À qui la responsabilité? Bonne question. Je pense que c'est une responsabilité de tout citoyen de signaler un problème, une personne qui a un problème de conduite, que ce soit avec une trouble neurocognitif ou peu importe, une perte de vision, des cataractes. C'est sûr que la famille peut contacter le médecin de famille pour une évaluation médicale, pour voir si c'est quelque chose qui peut être résorbé ou si c'est juste une cataracte qui peut être opérée. Il peut y avoir un retrait temporaire du permis de conduire parce que c'est un permis, c'est pas un droit, c'est un privilège de pouvoir conduire. C'est une condition médicale est telle. Ça peut être un médecin ou ça peut être un ergothérapeute aussi qui fait ce genre d'évaluation-là, sont bien souvent interpellés dans ce type d'évaluation-là. Et ils ont l'obligation professionnelle, déontologique, d'aviser la SAC. Mais tout ça prend du temps. Même si un médecin avise le SAC, la personne peut conduire puis frapper une personne en sortant du bureau. Donc, ça tombe bien souvent à la responsabilité de la famille d'enlever les clés. Et même des fois, j'ai dû me dire à la famille débrancher la batterie. Parce que monsieur avait plusieurs clés. Et on ne trouvait plus les clés. Donc, on a fait une intervention parce que la personne se mettait à risque, mettait les autres à risque. Donc, même si le médecin avait envoyé son rapport à la SAC, monsieur avait quand même ses clés. Donc, c'est la responsabilité de tout citoyen de rapporter. Et même si vous voyez un voisin que vous ne connaissez pas, qui a un problème de conduite, appelez la police. Et la police va venir, va faire une évaluation. Puis et vous pouvez rapporter cette situation à la police, dire mon voisin, quand il stationne ou quand il recule, ben c'est pas juste des poubelles, c'est la bonne fontaine, c'est les autos des autres, c'est je me tasse quand il prend l'auto. Pour ce genre de situation-là, il faut parler aux voisins ou à la famille ou d'appeler la police, puis ils sont habitués à gérer ces situations-là. Pardon? Si c'était juste ça. Oui. Ben, moi, je marchais dans mon quartier, puis il y a un homme qui était à son auto, puis qui était comme ça, était figé. Il bougeait plus, il était en plein milieu de la route, puis il bougeait plus. Je me suis approché de lui. Je dis bon, on mettait l'auto au stationnement. Puis il était figé, il était plus capable. Je pense qu'il y avait un malaise cardiaque. J'ai dû moi-même fermer l'automobile. J'ai appelé l'ambulance. L'ambulance est venue. Puis il était hospitalisé. Puis donc ça peut arriver à tout moment. C'est pas juste en tant que professionnel, c'est en tant que citoyen. On a ce devoir de veiller d'autres. Puis il y a tellement de gens qui sont seuls aussi, qui n'ont pas de famille pour pouvoir faire ces interventions-là. Donc, c'est soit, comme je disais, un médecin ou un ergothérapeute qui peut faire ce genre d'évaluation plus professionnelle pour voir si c'est des incapacités qui peuvent être résolues. Des fois, c'est des adaptations qui peuvent faire une différence, mais ça prend une évaluation médicale pour voir c'est quoi la cause des incapacités pour conduire. Donc, c'est la responsabilité du médecin ultimement de faire ces évaluations-là. D'autres questions? Oui. C'est d'avoir avec les deux soleils qu'on a devant nous. Oui, on est au beau soleil. Bonsoir. Est-ce que vous entendez bien? Bon, parfait. Moi, ça va être une question côté psychologique. Bon, je vais aller direct au but. Une aînée qui a 94 ans. Elle a encore ses esprits, mais elle a le goût de libérer des choses de son passé. Fait qu'elle me dit ce que c'est nécessaire. Tu sais, des secrets de famille, là. Hein? Puis parce qu'on est sur notre fin de vie. Fait qu'il n'y a pas d'autre monde. Fait que moi, elle me dit, ben, j'ai besoin de te dire ça avant de mourir. Je dis, est-ce que c'est nécessaire? Qu'est-ce que je fais? J'ai pas eu le choix de l'écouter parce qu'elle est âgée, mais c'est pas des choses que j'ai besoin de savoir. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce qu'on fait semblant d'écouter, même si je lui ai dit que, est-ce que c'est nécessaire que je sache ces choses-là qui ne me concernent pas?
qu'est-ce que je fais? Je peux toujours pas m'en aller, être en RPA, je fais semblant de l'écouter, j'oublie qu'est-ce que je peux faire. Hein? C'est votre mère? Fait dans ce temps-là? J'ai juste pas compris. Est-ce que c'est votre mère? C'est pas nécessaire de dire qui c'est. C'est un membre très proche de ma famille. Je pense qu'on se comprend. Je pense qu'on se comprend. Mais je suis la seule. Puis je vais dire ce qu'il y en est, c'est qu'elle veut se libérer le cœur. Puis oui, personnel pour moi, c'est moi qui est impliquée. C'est moi qui est impliquée. C'est ça? Non, personnel. Non, personnel. Vous ne voulez pas savoir qui dans la famille? Si c'était professionnel, je serais déjà tout équipée probablement pour réagir là-dedans. Mais c'est personnel, donc je suis très impliquée émotivement. Puis je lui ai mentionné, est-ce que c'est nécessaire? Mais je veux te le dire avant de mourir. Vous savez l'histoire de dire avant de mourir jusqu'où on peut accepter qu'on se choisit ou bien qu'on fait passer l'autre? Qu'est-ce que je réponds là-dedans? Bien, je crois, j'entends votre inconfort. Oui. J'entends votre inconfort, puis peut-être, vous n'êtes peut-être pas la bonne personne pour entendre ces confidences-là. L'autre question, c'est est-ce qu'il y aurait une autre personne qui pourrait répondre à cette question-là? Je ne vais pas faire de généralisation. Ils ont fui, les autres, ils ont fui, on sait pourquoi. Parce que je pense aussi, qui pourrait répondre qui pourrait écouter? Il y a des intervenants, il y a des travailleurs sociaux, des psychologues qui font ce genre de travail-là, mais il y a aussi des prêtres, des curés, Elle refuse. Moi, je suis avec elle. Ça, là, elle refuse. Qu'est-ce que moi, je lui réponds concrètement? Je lui ai dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire que j'entende ça? Comment c'est moi qui est là? Mais... Si elle revient encore, qu'elle me dit encore d'autres choses, qu'est-ce que je peux répondre? Est-ce que je m'en vais, je me retire, je vais aux toilettes? Vous devez vous écouter, je pense, parce que je pense que vous n'êtes pas à l'aise par rapport à ces confidences. Okay. Et pour vous dire, écoute, cher, je pense qu'on va chercher une personne qui va pouvoir t'aider. Puis pour moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Est-ce que tu me permets de faire des démarches pour trouver la bonne personne pour pouvoir t'entendre, qui sera disponible émotivement, au niveau relationnel, pour pouvoir t'accompagner dans ce lourd fardeau que tu portes. Puis si elle refuse, là, tu sais, que je suis là, bien, je peux quitter, comme vous dites. C'est parce que c'est comme, il y a une forme de culpabilité que je ressens. Elle est sur sa fin de vie, là, tu sais, c'est comme elle, il faut qu'elle passe en premier, mais j'aime beaucoup ce que vous venez de me dire. Le mot « cher » surtout va aider. C'est sûr. Merci beaucoup. Mais il faut aussi l'entendre dans sa souffrance. Il y a une souffrance qu'elle veut partager. Mais je pense qu'elle pourrait vous comprendre, dire c'est tellement lourd ce que tu as apporté, je ne suis peut-être pas la bonne personne pour t'entendre. Je sais pourquoi qu'elle le fait, c'est ça que aussi, comprenez-vous, avec les années, c'est ça. Je ne peux pas me prononcer sur le passé beaucoup. Puis votre relation, parce que je pense pas merci, c'est pas j'ai la réponse, surtout que le mot cher. Merci beaucoup. Pas si d'autres choses que tu ferais ajouter, Joanne, sur ce témoignage-là. Mais c'est sûr que la fin de vie peut amener des traumatismes puis des choses. Mais je pense aussi, il faut voir si on est la bonne personne pour entendre ces messages-là. Et puis, je crains que peut-être des patterns de chantage émotif qui sont peut-être usage sans. Je ne vais pas faire de jugement sur votre relation, mais des confidences peut être des confidences lourdes, puis des fois, ça prend une personne neutre qui peut les entendre. C'est le travail que nous, on fait. Alors, il est déjà 9h moins 20, ça a passé très, très vite. Élise, est-ce qu'on peut savoir s'il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu des questions-réponses qui ont pu être données? Oui, bien, beaucoup de ce qu'on disait ici, mais... Beaucoup d'échanges qui répondaient aussi. Oui. Oui. C'est ça. Oui, il y a eu beaucoup d'échanges sur le chat. Alors, des fois, il y avait des commentaires qui étaient initiés suite à des témoignages ou des questions. Puis, finalement, ben là, sur le chat, il y a comme un autre monde. Oui. C'est ce qui se passe ici. Oui. Puis, il y a des gens qui parlent sur le chat selon ce qu'ils écoutent ici. Oui. Alors, il y a une discussion... Comme la salle, comme si c'était la salle à côté. Exactement. Ils sont comme dans leur monde. Là. Mais non, c'est ça. Fait que, oui, il y a eu beaucoup d'échanges. Là, fait que c'était assez fructueux ce soir comme échange. Oui, bien en tout cas, moi, merci Élise. Je vous remercie aussi d'avoir posé des questions, d'avoir dit des commentaires. Et je tiens beaucoup à remercier, si vous voulez bien, on l'applaudit, notre invité.
Je voudrais seulement finir avec les propos de Mme Lévy qui me disait que le deuil, c'est intimement, c'est dans l'intime, mais il y a aussi un volet social. Puis des fois, c'est difficile de gérer les deux plateaux, les deux tableaux en même temps. Mais elle me disait, puis je vais reprendre ses paroles, elle me disait souvent, tu sais, comme on est la plante, elle a les racines dans la noirceur, puis les feuilles vers le soleil. Puis pour grandir, on a besoin des deux. Donc, c'est ça un peu le deuil. Oui, la sagesse. Faut tendre vers le soleil aussi. Oui, c'est comme une sagesse des aînés, hein, n'est-ce pas? En tous les cas, quelle belle expérience auprès de ces personnes. Et tout ce que tu portes comme confidence qu'on t'a faite. Et c'est quand même un très beau travail. Et puis, merci d'être venu le partager avec nous. Et on se dit, tout le monde, que le prochain rendez-vous, c'est le 5, c'est ça? Le 5 juin, avant l'été. Et après, on va reprendre en septembre. Alors, n'oubliez pas qu'à l'été, il y a des activités au cimetière Repos Saint-François d'Assise. Regardez sur infodeuil.ca. Vous allez voir les dimanches où il y a des concerts. Moi, je salue M. Alain Chartier qui n'a pas pu être ici ce soir, mais que je sais qu'il aurait aimé vous dire bonjour et vous dire à quel point ils sont intéressés à vous offrir des endroits, des lieux de parole. Et c'est très agréable qu'on puisse se retrouver ensemble et le faire de façon à la fois intime et en même temps dans un beau partage. Je crois que vous avez une question. Est-ce que vous savez le sujet pour la présentation du 5 juin? Pas tout à fait. C'est une surprise. On est aussi bien de dire surprise quand c'est pas sûr. Alors, dans ce temps-là, je dis que c'est une surprise. Ça se peut que ce soit une surprise pour moi. Mais c'est sûr qu'il va y avoir une belle soirée où on va être ensemble. Alors, réservez la soirée, puis vous serez informés sur infodeuil.ca bientôt pour connaître notre prochain invité. On va le savoir très bientôt. D'accord. Alors, au revoir. Merci Bernard.